Et c'est le 1er mai, bon repos à tous, 0826 300 300, vous avez le temps de nous appeler, de nous faire part de vos opinions. Nous avons parlé de la fameuse note sur la dette AA- pour la France, on a compris un peu plus. Nous allons maintenant comprendre ce que représente désormais pour le Rassemblement national, cette fête du 1er mai. Alors attention, tout change. Avant, c'était Jeanne d'Arc. C'était le défilé sur la rue de Rivoli. Et puis, ça s'est arrêté en 2015, finalement. Il n'y avait plus trop de nouvelles. Et le Rassemblement national lance la fête de la nation en ce 1er mai. Près de 1500 militants sont attendus à ce qu'on appelle ce banquet militant. Alors, normalement, Edwige Diaz devait intervenir, mais comme elle intervient justement sur scène, il y a pas mal d'allocutions, de prises de parole, eh bien nous avons le bonheur de recevoir le député de l'heure, Kevin Mauvieux. Bonjour Kevin Mauvieux. Bonjour à tous. Alors, on va essayer de voir si la connexion est bonne, parce que j'ai un petit doute. Bon, on rappelle, et on l'avait un petit peu oublié, mais la fête de Jeanne d'Arc, finalement, depuis 2015, le Rassemblement national ne l'a plus faite. C'était une manière de dire au revoir au Front National version Jean-Marie Le Pen ? Non, je pense qu'on s'actualise dans le mouvement qui est celui du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national aujourd'hui, comme il l'emporte le nom d'ailleurs, il a vocation à rassembler. La fête de Jeanne d'Arc était la fête effectivement de l'ancien parti Front National. On l'a actualisé, ça n'empêche pas qu'on est toujours historiquement reconnaissant de l'histoire de France, du symbole de Jeanne d'Arc. Il est pour autant aujourd'hui. Notre objectif, il est de rassembler la France et les Français. Et c'est pour ça que cette fête est devenue, le 1er mai, est devenue pour nous la fête de la nation. D'accord, la nation française. La fête de la nation. Alors Kevin Mauvieux, petite précision, ne bougez pas trop, parce que la connexion au début était très bonne et puis là ça saute un petit peu pour qu'on puisse bien vous entendre, vous écouter, ne bougez pas trop. Voilà, donc cette fête, vous venez de nous en parler, c'est l'occasion aussi pour Marine Le Pen, on va dire d'asseoir la situation du moment parce que d'un avis général et de beaucoup de sondages, Marine Le Pen est pour l'instant la grande gagnante de la réforme des retraites. Mais en ce jour où elle va prendre la parole, il va falloir non plus être dans une position défensive de dire ce que font les autres, c'est pas bien, mais qu'est-ce que nous ferions? Vous avez prévu de faire ça? Alors, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est effectivement d'expliquer ce qu'on a fait, mais aussi d'expliquer ce qu'on a envie de faire. Même si une grande majorité des Français, quand ils se tournent vers Marine Le Pen, comme vous l'avez justement dit, parce que les sondages ont tendance plutôt à montrer que les Français se tournent vers nous. Les Français... Ah, ça décroche un petit peu. Donc vous disiez, oui, les Français, allez-y, Kevin Mauvieux. Ouais. Les Français, aujourd'hui, se tournent vers Marine Le Pen en connaissance de cause. Ils connaissent le programme du Rassemblement national. Nous, notre objectif, notre rôle, c'est de le rappeler, c'est de le réexpliquer. Donc effectivement, c'est pas forcément une position offensive ou défensive, mais c'est une position qui vise à rappeler aux Français notre projet dans un contexte difficile où parfois on a été peu audible, notamment en raison de l'obstruction qui a été faite par la NUPES, qui a pris beaucoup de place sur la scène politique. Mais les Français connaissent déjà notre programme, notamment au niveau des retraites, si on veut parler des retraites. Ils le connaissent puisque, en réalité, le débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle et la semaine d'entre-deux tours, elle s'est cristallisée sur la problématique des retraites. Ça avait été l'occasion d'en parler, effectivement. Alors là, le thème, c'est la paix sociale pour cette fête de la nation. Il y a quand même un enjeu aussi pour vous assez crucial en cette fête du 1er mai, et nous allons en parler tout à l'heure dès 11h. Ça sera l'objet de notre débat. Les syndicats donc attendent une forte mobilisation et vous allez avoir affaire à une contre-manifestation au Havre de la part notamment de la CGT dans cette ville du Havre qui est un ex-fief communiste aujourd'hui qui est bien sûr dirigé par Édouard Philippe, mais ex-fief communiste. Et donc c'est comme si finalement le Rassemblement national qui se dit proche du monde ouvrier devait entamer ce bras de fer avec les syndicats qui disent eux non, vous n'êtes pas proche du monde ouvrier, vous opposez les ouvriers. Ça c'est un bras de fer intéressant. C'est un bras de fer, c'est un point de vue médiatique. Nous, on n'a pas envie d'entrer dans ce bras de fer avec les syndicats.
On part du principe que chacun doit être à sa place. Les syndicats ont pour rôle et unique rôle de défendre leur base, les ouvriers, les salariés, lors des négociations et éventuellement en organisant des manifestations quand c'est nécessaire. Nous, notre rôle de politique, c'est de défendre les Français de toute catégorie et nous, principalement les Français de classe moyenne et les Français de classe modeste. Nous le faisons. On part du principe que chacun doit être à sa place. Quand j'entends parler de contre-manifestation de la CGT ou de la NUPES au Havre, je suis désolé, mais ils sont plus à leur place. Leur place, c'est de défendre la base, c'est pas de faire de la politique. Ouais. Alors la CGT peut-être dans ce que vous précisez, mais la NUPES non, parce que là on est dans le débat politique. Quand la CGT, Sophie Binet dit vos idées mettent les travailleurs en opposition entre eux, on imagine bien que on évoque les travailleurs d'origine étrangère et ceux qui sont français. C'est un peu ça l'idée. Vous répondez quoi à cela? Vous dites aujourd'hui les immigrés font partie de la vie des entreprises? Mais nous disons que nous sommes pour les Français qui aiment la France, qui la respectent et qui contribuent à sa prospérité. Donc, peu importe la personne qui travaille en France, qui paye des impôts en France, qu'il soit d'origine étrangère ou qu'il soit français né en France de plusieurs générations, on respecte les gens de la même façon. C'est un faux débat qu'ils essaient de créer parce qu'ils essayent encore une fois de faire de la politique. Rappelons qu'ils ont été les fervents soutiens d'Emmanuel Macron, qu'ils ont appelé Emmanuel Macron au pouvoir. Et enfin, la CGT non, en l'occurrence. La CGT non, même la CGT a appelé à voter Emmanuel Macron. Oui, je pourrais vous sortir la lettre si vous voulez. Au second tour, mais bon, oui. Ah oui, mais ils ont appelé à voter Emmanuel Macron, ils sont pour Emmanuel Macron. Alors après, ils viennent s'en plaindre, mais c'est bien là le problème justement, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est que chacun doit être à sa place. Un syndicat ne doit pas faire de politique pour quelque parti que ce soit pour défendre le RN ou que ce soit pour défendre la gauche ou Macron, ils n'ont pas à faire de politique. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils ont fait de la politique, ils ont fait élire Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ils pleurent pour la réforme des retraites alors que c'était le seul projet d'Emmanuel Macron. Donc ils perdent en crédibilité. Leur rôle, c'est de défendre le salariat ou le patronat en fonction d'ailleurs des syndicats. Chacun son rôle. Leur rôle n'est pas de faire de la politique, je le répète. Tout comme nous, notre rôle n'est pas de faire du syndicalisme. Donc, quand on nous a dit à plusieurs reprises pour les manifestations qu'on n'appelait pas à manifester, qu'on ne créait pas de manifestation, c'est parce que ce n'est pas notre rôle de politique. Toutefois, Kevin Mauvieux, bon, ça va être intéressant de voir comment les forces de police arrivent à gérer cette contre-manifestation, parce que vous craignez peut-être des heurts entre vos militants et ceux qui viendraient dire leur désaccord avec vous. Vous l'avez anticipé ? Non, alors nous, très concrètement, on a toujours été respectueux de tout. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au Rassemblement national. Vous n'avez jamais vu le Rassemblement national aller troubler un rassemblement ou un meeting organisé par la gauche ou l'extrême gauche, même si on n'est pas d'accord avec eux, et même si parfois on considère qu'eux-mêmes sont très dangereux pour la France, on ne dérange pas les autres. Sur le même principe, eux vont peut-être essayer de troubler notre journée. Écoutez, s'ils n'ont que ça à faire, qu'ils en profitent et qu'ils essayent. Mais nous, de notre côté, on a toujours été droit et respectueux et on ne s'attaquera pas à eux. On ne sait pas ce qu'eux feront. Est-ce qu'il y aura des débordements? On n'en sait rien. On ne le souhaite pas. On a toujours été, y compris dans la réforme des retraites d'ailleurs, pour que les manifestations se passent de façon pacifique. C'est comme ça que les messages passent le mieux. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. On espère que tout se passera dans le calme et la sérénité. Mais toutefois, ouais, mais ça pose des questions, Kevin Mauvieux. Si un jour vous arrivez au pouvoir, et aujourd'hui les sondages vous donnent toute possibilité d'y arriver en tout cas, on peut imaginer qu'il y aurait une très très forte contestation de la part notamment de la gauche, de l'extrême gauche, et vous vous retrouveriez finalement dans la situation du gouvernement aujourd'hui qui doit faire avec des dégradations autour de ces mouvements sociaux. Vous seriez, vous aussi, comme le gouvernement d'Emmanuel Macron, très dur sur la répression, parce que c'est aussi votre fonds de commerce. Vous ne voulez pas que la France perde de sa notion de droit, de loi. Vous feriez comment ? On aurait, alors déjà, sur le principe de dire qu'on aurait des manifestations comme ça, je ne pense pas. On imagine. Vous imaginez Marine Le Pen élue présidente de la République dans les rues des grandes villes, dans la foulée, ça pète de partout, non? Non, mais je pense qu'il y aurait des manifestations
qu'on a eu à l'élection d'Emmanuel Macron, mais je ne pense pas que ça aille aussi loin qu'on le pense, parce que ce serait la volonté du peuple. Si on est élu avec 55%, j'imagine que son sondage qui a été sorti se réalise et qu'on est élu avec 55%, ça veut dire qu'on a 55% des gens pour nous. Ouais. Donc on n'aurait pas cette problématique-là. Et si bien même on a de violence, elle s'agirait correctement et je pense qu'elle retomberait rapidement dans la mesure où notre programme et les Français recevraient en l'appliquant. En tout cas, est un programme rassembleur. En tout cas, Kevin Mauvieux, bon, je vous interromps là parce que de nouveau, ça décrochait un petit peu. Merci à vous d'être intervenu, mais on comprend bien quand même que être au pouvoir, c'est une situation qui est un peu différente et que vous aussi, peut-être un jour, si vous y êtes, vous aurez à gérer ces situations. Pensez au petit brin de muguet, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. C'est une journée particulière, les manifestations un peu partout en France. Une fête du 1er mai 2023 singulière, dans un contexte particulier, celui de la réforme des retraites. Nous ouvrons notre grand débat ce 1er mai avec 3 invités. William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour. Nous recevons Denis Gravouille, membre de la direction de la CGT. Grande journée pour la CGT. Bonjour Denis Gravouille. Et pour l'intersyndicale, bonjour. Et bien sûr, nous allons y venir. Nous recevons Luc Faré, secrétaire général d'UNSA Fonction Publique. Bonjour Luc Faré. Bonjour à vous. Alors, rapprochez-vous bien des micros. Nous vous remercions bien sûr d'être avec nous, de prendre un petit peu de votre temps parce que vous êtes attendu sur le terrain aujourd'hui. Je le disais, le 1er mai sonne bien comme aussi la fin de ce délai de décence imposé par Laurent Berger de la CFDT. Vous disiez, vous teniez, Denis Gravouille, à rappeler que c'était l'intersyndicale qui avait donné rendez-vous en ce jour. C'est l'union totale. Vous êtes prêts? On attend combien de gens, combien de personnes aujourd'hui dans les rues de France, Denis Gravouille? Ça, je ne sais pas combien on va attendre, mais je crois que ça va être encore énorme. Et c'est la première fois que l'ensemble des syndicats, la totalité des syndicats appellent à manifester ensemble un 1er mai depuis fort longtemps. Je pense que c'est très clair, on va être dans des chiffres qui seront proches des dernières journées d'action. Même s'il y a des vacances, même s'il y a des gens qui manifestent loin de leur domicile, on va être très nombreux. Ça peut changer quelque chose, William Tay. Alors, vous êtes un observateur de la politique. D'aucuns diraient que de toute façon, la réforme des retraites, elle est passée, même s'il reste encore la possibilité, et ça sera discuté cette semaine, de ce fameux référendum, de cette proposition. Mais que jouent-ils aujourd'hui les syndicats ? Les syndicats, je vais être assez provoquant et désolé pour vous. C'est le principe sur Sud Radio. Je pense qu'il peut y avoir 3 millions de personnes, 6 millions de personnes, ça ne changera rien. Sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron est obligé de l'adopter. Avec ce qui s'est passé ce week-end, l'agence Fitch a baissé la note de la France. Oui, nous en avons parlé en début d'émission. A-. Bon, ça ne change pas la face du monde non plus. Ça ne change pas la face du monde, mais il a pris notamment cette réforme pour une des raisons, c'était la question de l'augmentation des taux d'intérêt. La charge de la dette, donc ce que paye la France sur sa dette de 3 000 milliards d'euros, est passée de 35 à 50 milliards d'euros, donc plus 15 milliards d'euros. C'est à peu près l'équivalent des recettes prévues avec la réforme des retraites. Donc, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, s'il retire sa réforme des retraites, non seulement il n'aura pas du tout son capital politique, mais en plus, il devra trouver 15 milliards d'euros supplémentaires pour donner aux Français. Et vous pensez que ça va motiver les syndicats en disant les agences de notation américaines, ça les fait rire. Attendez, Luc Faré, je vais vous donner. Le problème, c'est pas celui-ci, c'est qu'Emmanuel Macron, du coup, doit trouver 15 milliards d'euros. C'est l'équivalent de plus de 1,5 fois le budget du ministère de la Justice. Donc, il n'arrivera pas à trouver ce nombre de recettes équivalentes, que ce soit par une augmentation des taxes ou par des baisses de dépenses supplémentaires. Et donc, il va être obligé de maintenir sa réforme. Par contre, là où je pense que les syndicats ont un coup à jouer, c'est le volet intéressant. C'est que si par cas, ils ne peuvent pas faire retirer la réforme des retraites, ils ont une possibilité qui est d'augmenter leur poids politique en vue de négocier avec Emmanuel Macron sur d'autres sujets, les sujets qu'il a donnés dans le cadre des 100 jours. William Tay, quand vous dites ça ne va rien changer, Luc Faré, vous dites quoi? D'abord, je dis que quand on parle d'agences de notation qui dégradent la note de la France, on voit bien que Emmanuel Macron s'est trompé, puisque son objectif était d'éviter, selon lui, cette dégradation sur les marchés financiers. Donc même s'il y a un côté spéculatif. Je le dis aujourd'hui. C'est plus spéculatif qu'autre chose, Luc Faré. Emmanuel Macron nous a entraînés dans une réforme, et je le redis, inutile. On est sur 13 milliards éventuellement d'économies, et on pouvait les trouver autrement. C'est ce que toutes les organisations syndicales ont dit. Et aujourd'hui, en ce 1er mai, nous allons montrer une nouvelle fois au gouvernement et au président de la République que
dans l'unité, nous sommes capables d'être des millions à contester sa réforme. D'accord, mais la question, ça change quoi? Rappelons que 380 000 personnes s'étaient rendues à la précédente journée de mobilisation, c'était le 13 avril, contre... Après la police, oui, enfin un peu plus. Oui, enfin bon, d'accord, et puis contre 1,08 million 3 semaines auparavant. Donc, ça baisse. Mais là... pour le coup, Denis Gravouille, ça ne peut que monter. Donc, c'est quoi le curseur? Parce que William T vous provoque, là, ça change rien. Vous dites ça change. Et à partir de combien de personnes? On n'est vraiment pas du même côté du micro et forcément, on va nous dire que l'histoire est écrite d'avance, que le libéralisme va gagner et autres. Sauf que, y compris d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire Luc sur la notation de l'agence en question. C'est quand même très marrant de les entendre dire, en fait, ils n'auraient pas dû faire comme ça, en gros. Ce que ça veut dire en clair, c'est que même une agence de notation qui est totalement dans les lois du marché et vient nous dire que peut-être que Emmanuel Macron a perdu tout crédit politique et que justement il aurait dû avoir une autre façon de faire et en particulier on décide pas uniquement en fonction des marchés mais on décide en fonction de la démocratie. Enfin pas vous, le CGT, vous n'allez pas vous appuyer sur des agences de notation américaines pour attaquer Macron. Prenez autre chose. Je note quand même que même eux l'ont taclé. Donc voilà. Par ailleurs, les batailles n'est pas terminées. Dans l'opinion, enfin on a quand même si Emmanuel Macron continue à passer sa réforme, c'est pour l'instant ça l'a complètement discrédité. On voit bien que les ministres ne peuvent pas se déplacer. Combien, Denis Gravouille, combien de personnes vous attendez? Et à partir de ce moment-là, vous dites, regardez, il y a beaucoup trop de gens dans la rue, on change tout. Il y aura, je ne sais pas combien on sera, est-ce qu'on sera 1 million, 1,5 million, 2 millions aujourd'hui? Je pense qu'on sera très très nombreux et surtout, ça continue. Ça continue parce que les gens ne veulent pas de cette réforme et puis il y a tous les sujets qui ont été largement développés. Cette réforme, elle est non seulement injustifiée, mais elle est totalement injuste. On sait qu'il y a des gens qui vont mourir avant l'âge de la retraite en nombre considérable dans tous les métiers pénibles. Toutes ces questions-là n'ont pas été... Il fallait parler du travail avant de réfléchir à la question des réformes. Et c'est exactement le contraire de ce que vous propose le gouvernement avec la première ministre Elisabeth Borne qui dit bon allez maintenant vous venez, on parle du travail. Vous dites c'était le contraire, on parle du travail et après on fait la loi. Luc Faré. Mais ce que dit la première ministre et surtout le président de la République en annonçant 100 jours, eh bien moi je dis chiche. Et ça sera évidemment un débat de l'intersyndicale. Mais allons tous ensemble imposer nos sujets et montrer au gouvernement qu'il y a évidemment le sujet de la retraite, mais il y en a d'autres aussi, dont celui du pouvoir d'achat. Et celui-là, il faut absolument que nous arrivions à faire changer l'attitude du gouvernement, par exemple. Et je pourrais parler de celui du travail. Très intéressant. Donc vous, Luc Faré, secrétaire général UNSA Fonction publique, vous dites chiche, on y va. Vous, pour la CGT, Denis Gravouille, vous dites on y va? On verra bien ce que dira l'intersyndicale. Et je le redis bien, dans l'intersyndicale. L'intersyndicale, elle se réunit demain matin. Oui, mais déjà, la CFDT a dit on ira. Il y a déjà eu des expressions plus ou moins diverses, mais l'intersyndicale, elle tient, elle se réunit demain, elle va faire une expression. Donc, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, par exemple, et nous, on continue à œuvrer pour qu'il y ait des sujets ensemble. Par exemple, quand le président de la République, comme il fait les deux à la fois, évidemment, a dit, soi-disant... Comment vous rebondissez, c'est joli. Comment juste après la promulgation, il dit oui, on va apaiser, on va partir sur 100 jours, et autres, et puis on va continuer une loi plein emploi. En fait, il reprend les mêmes chantiers contre lesquels on s'est tous opposés. C'est-à-dire France Travail, par exemple, c'est s'attaquer maintenant aux allocataires du RSA, aux plus pauvres. C'est aussi des sujets sur lesquels on va continuer à se battre. Et vous jouez votre rôle, et c'est là-dessus qu'on vous attend. Alors William Tay, on le sent bien, il va y avoir débat. Ils vont y aller, même s'il y a l'intersyndicale qui va. Mais cette intersyndicale, vous, observateur de la vie politique, je le rappelle, pour le think tank Le Millénaire, elle va tenir l'intersyndicale pour vous? Moi, je pense que l'intersyndicale va tenir sur deux sujets principaux, qui est l'opposition à Emmanuel Macron dans sa globalité sur sa personne, en raison de sa personne, sa politique menée depuis 2017, etc. Et sur la question de la réforme des retraites. Parce qu'il y aura plusieurs séquences. Il y a la question du RIP, enfin de référendum d'initiative partagée, et puis il y a la niche parlementaire auquel l'IOT va déposer une proposition de loi pour supprimer, abroger la réforme des retraites. Donc sur ces sujets-là, l'intersyndicale va tenir. Ensuite, après, sur les autres questions... Alors c'est le 3 mai, rappelons-le, le Conseil constitutionnel donnera son avis sur le 3 mai, et la niche de l'IOT doit arriver avant cet été. Le 8 juin. Sur les autres sujets, sur la question du plein emploi, du travail, du pouvoir d'achat, sur la question de la revalorisation des métiers d'enseignants, par exemple, est-ce que l'UNSA sera d'accord avec la CGT? Est-ce que la CFDT aura la même ligne que la CGT? Je pense que sur différents sujets, l'intersyndicale ne tiendra pas parce qu'il y aura une partie qui seront davantage réformistes, qui seront prêts à négocier pour obtenir des revalorisations pour les salariés, pour les fonctionnaires, etc. Alors que la CGT joue plutôt un rôle, désolé, mais d'opposant, et Sophie Binet est dans la même ligne que Philippe Martinez. De toute façon, par nature, une intersyndicale, c'est bien. Mais
justement, j'arrive vers vous. Mais attendez juste, Denis, l'intersyndicale, Denis Gravouille, l'intersyndicale, évidemment, c'est un intérêt pour montrer l'unité, mais à terme, le but du jeu, c'est que chacun justifie son autonomie. Jamais on reviendra en arrière sur ce qui s'est passé depuis 4 mois. Ça fait 4 mois. Ça a été fédérateur. Ça fait 4 mois que tous les responsables des organisations syndicales travaillent ensemble, et ça, c'est une chance pour le syndicalisme en France. Et quoi qu'il y ait comme différence d'approche, les organisations syndicales vont continuer à discuter, vont continuer à parler ensemble. Elles ne seront pas toujours d'accord sur tous les sujets, mais ça n'empêche que les liens qui ont été créés vont faire que le syndicalisme en France sera plus fort. Bon, Luc Faré, vous avez doublé Denis Gravouille. Je devais faire une pause, mais juste en 10 secondes. En 10 secondes, puis on le revient récit après, comme quoi l'intersyndicale va se fracturer, on l'a depuis des mois et des mois. Et les batailles, par exemple, sur les salaires, les batailles sur les droits sociaux, eh ben, ça fait des mois et des mois au-delà de la retraite sur lequel on se retrouve. Il y a des syndicales partout qui fonctionnent et qui ont envie de continuer parce que c'est le seul moyen de gagner. Bon, et puis ça a dynamisé effectivement le mouvement syndical en France. Alors, on n'a jamais eu autant d'adhérents. Voilà, 0826 300 300. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous y allez, vous allez défiler, que ce soit à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Caen, où on attend 22 500, ça fait beaucoup à Caen, Paris bien sûr, Brest, Saint-Étienne, Pau, grand rassemblement. Vous y allez, vous nous appelez 0826 300 300. Quelles sont vos motivations? Puis si vous avez envie de dire, moi je n'y vais pas parce que je pense que ça va servir à rien, vous nous appelez aussi. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Nos invités restent avec nous, nous en débattons jusqu'à midi. À tout de suite. C'est le 1er mai, une journée attendue. Nous allons bien sûr tout au long de cette journée sur Sud Radio avoir les yeux rivés sur les différents rassemblements. Alors il y en a plusieurs, il y a bien sûr les rassemblements à l'appel des syndicats et nous en parlons dans ce débat. N'oublions pas aussi, nous aurons un œil sur Le Havre avec la fête de la nation du Rassemblement national. Nous en parlions tout à l'heure avec un des députés. 0826 300 300, quel est votre programme à vous, auditeurs de Sud Radio, en ce 1er mai? Vous n'hésitez pas à prendre la parole dans ce débat avec 3 invités qui nous font le plaisir d'être avec nous en ce 1er mai. Denis Gravouille, membre de la direction de la CGT, qui j'imagine tout de suite après son intervention va rejoindre ses camarades dans le défilé. Même chose pour Luc Faré, secrétaire général d'UNSA Fonction Publique. Et puis dans le rôle du père Fouettard, l'observateur de l'actualité, William Tay, président du think tank Le Millénaire, qui n'hésite pas à appeler un chat et à mettre un petit peu de pression sur nos amis syndicalistes qui sont là, et nous nous régalons pour cela. Alors, nous parlions de la mobilisation. J'aimerais quand même revenir sur cette fameuse finale de la Coupe de France de football. On attendait, moi j'ai regardé, 49e minute, 0-3, il y a eu 2-3 sifflets, il n'y a pas eu de carton rouge, etc., etc. Je trouve que d'un point de vue communication, le président de la République, il a bien géré, parce qu'on l'a vu devant des millions de personnes sur France Télévisions répondre aux questions, les entraîneurs, les présidents qui venaient lui serrer la main et tout ça. Voilà, mais bon, Denis Gravouille, il s'en sort pas trop mal là-dessus, Emmanuel Macron, non? La préfecture de police avait pris un énième arrêté d'interdiction de manifestation qui a été cassé à la demande de toute l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis, qui a été cassé une nouvelle fois parce qu'on ne peut pas remettre en cause le droit de manifester. Ça, c'était une victoire pour vous. Ça, c'est une première victoire pour nous, ça c'est le plus important, et c'est presque tous les jours, à chaque fois qu'on nous sort ça. Bon, derrière, ensuite, il s'est planqué, et on l'a vu, en fait, que dans les caméras qui ont à peine été diffusées dans le stade pour pas se faire siffler. Mais c'est quand même 8 millions de personnes contre 80 000, donc il est gagnant, quand même. Je sais pas s'il est gagnant, en tout cas, c'est quand même révélateur du fait que Emmanuel Macron et ses ministres ne peuvent pas se déplacer sur le terrain sans se faire siffler, il faut qu'ils se planquent. Bon, c'est vraiment ça qu'on a repéré. Mais franchement, alors je sais pas si vous êtes des suiveurs du foot, moi j'en suis un, je viens du sport en tant que journaliste. Voilà, William Tay, ça a toujours été. Chirac, Mitterrand, Sarkozy, Hollande ont tous été sifflés. Oui, mais c'est pour ça que moi je pense qu'Emmanuel Macron, cette fois-ci, a commis une erreur. C'est-à-dire qu'il est gagnant à court terme en termes d'image, à mesure où il n'a pas été sifflé. Par contre, les impacts à long terme sur la suite de la fin de son quinquennat vont être très importants. Et je vais expliquer pourquoi. Je pense que lorsque vous êtes élu par le cœur social-démocrate et le cœur de la démocratie chrétienne, qui est le cœur de son électoral, qui a bâti l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui et la social-démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans l'après-seconde guerre mondiale, vous ne pouvez pas faire des dérives autoritaires et antilibérales comme il l'a fait. Vous ne pouvez pas interdire à des supporters de venir sans carton rouge et sans sifflet, ça ne se fait pas en France. Alors, juste une question. Là, encore une fois, si vous venez avec un sifflet dans un stade, vous pouvez perturber parce que vous jouez le rôle de l'arbitre. Donc tout le monde se serait arrêté au coup de sifflet. On sait que le sujet essentiel, c'était pas le sifflet, c'était surtout le carton rouge. Alors justement, je mets de côté le sifflet parce que franchement, c'était pas bien vu non plus.
En revanche, le carton rouge, ça c'était bien Après, vu. je pense qu'il y a un deuxième point. C'est le principe auquel maintenant tous ces préfets de police mettent en place, c'est qu'ils interdisent avant d'autoriser. Or, l'interdiction doit être l'exception et non pas la règle. Alors maintenant, ce que fait les préfets de police, c'est qu'ils interdisent. Or, la liberté d'aller et venir est le cœur de l'état de droit. Le troisième élément que je vois, c'est que s'il a gagné à court terme, c'est-à-dire qu'il a eu des très belles images, au final, il reste un président qui est désormais bunkérisé. C'est-à-dire qu'il est obligé de se cacher pour saluer les joueurs, il est obligé de se cacher, modifier le protocole pour remettre la coupe, et lorsqu'il se déplace, il est obligé de prendre des protocoles exceptionnels. Il ne pourra pas tenir jusqu'à la fin du mandat, à chaque fois avec 3000 à 5000 CRS pour le protéger à chacun de ses déplacements. Ce n'est pas tenable. Bon, donc ça veut dire... Alors, oui, William, je pense que est-ce qu'il doit changer de ligne politique? Pas forcément. Est-ce qu'il doit changer de méthode de gouvernance et doit être davantage ouvert et horizontal dans le dialogue et dans la discussion? Dites oui. Je pense que oui. Alors, Luc Faré, bon, on met de côté cette histoire de finale de la Coupe de France, mais aujourd'hui, là, c'est l'heure de vérité. Emmanuel Macron, face à vous, les syndicats, face à des peut-être millions de personnes, là, va devoir se retrouver dans une situation différente. Quelle peut être sa marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous lui demandez? Il a annoncé lui-même 100 jours. Dans ces 100 jours, nous souhaitons aborder des sujets précis. Et j'ai dit tout à l'heure, celui du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la clé pour la majorité, la grande majorité des Français aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat? Donnez un exemple. Eh bien, ça veut dire, par exemple, pour les fonctionnaires et les agents du service public que je représente, eh bien, ça veut dire une augmentation de la valeur du point d'indice. Et pas une petite augmentation de la valeur du point d'indice. Oui, les 38 euros du SMIC, par exemple. La hauteur de l'inflation. Et aussi, rebondir sur ses propres propos. Il annonce et il demande aux employeurs du privé de donner des primes. Eh bien, ça peut être aussi une méthode utilisée dans la fonction publique. Alors, donc, pouvoir d'achat, autre exemple. Augmentation des salaires. Augmentation des salaires d'une façon générale, parce que ça a des répercussions pour tous les Français, et en particulier ceux qui sont les moins rémunérés. Vous me demandez d'autres exemples. Allons-y sur les conditions de travail. Allons-y, Luc. Allons-y sur les conditions de travail. Allons-y sur les conditions de travail. Voilà. Et mettons-nous autour de la table pour améliorer les conditions de travail. Et puis, ouvrons enfin, dans la fonction publique comme dans le privé, le chantier de ce qu'il faut que nous fassions pour sauver notre planète. Oui, il y a des choses à faire en France et on doit associer l'ensemble des Français et des salariés pour que ce qui soit mis en œuvre soit positif pour tout le monde. Vous rebondissez sur la question de la transition énergétique, c'est très intéressant. Alors, Denis Gravouille, bon, j'entends bien évidemment Luc Faré, secrétaire général d'UNSA Fonction publique. Vous parlez des employés des entreprises publiques. Vous y allez aussi pour ceux du privé, parce que alors pour le coup, eux sont un peu moins syndiqués parce qu'il y a la pression du grand patron. Hein. Bien souvent, le syndicaliste dans le privé, il souffre. Ou dans les très petites entreprises et autres. Mais dans le public comme dans le privé, on a eu une baisse des salaires en euros constants, surtout depuis les temps d'inflation. Il est temps que ce soit rattrapé. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a une répartition des richesses qui est complètement déséquilibrée, notamment depuis qu'Emmanuel Macron, mais ça a commencé avant, est arrivé. Tout va pour les revenus du capital en déversement de dividendes à un niveau considérable, qui ne vont même pas en investissement, par exemple, pour la transition écologique. C'est absolument considérable. Et là, il faut complètement inverser ce point-là. Il y a une redistribution des richesses produites par le travail qui est absolument nécessaire. Et en particulier, il y a les salaires, mais il y a la question de la lutte contre la précarité. C'est insupportable qu'un jeune mette 9 ans à atteindre le premier CDI de sa vie, et c'est bien plus quand on est moins qualifié. Bon, alors, il y a d'autres thèmes, et nous prenons le temps d'en parler. Vous donnez votre avis aussi au 0826 300 300. William Tay, quand Denis Gravouille et Luc Faré parlent du pouvoir d'achat, parlent des revenus exorbitants, de la différence entre les revenus des grands patrons et puis des ouvriers. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible qu'un seul pays fasse évoluer cette tendance? Parce qu'on est dans l'internationalisation. Les gros salaires des gros patrons, est-ce que ça peut s'infléchir uniquement de la part d'un seul pays? Non, et surtout, en fait, la France fait partie d'un système qui est le marché unique. C'est-à-dire que les personnes ont le droit de liberté de circulation des personnes et des capitaux dans le marché de la zone euro et dans le marché commun européen. Donc ça veut dire que si par cas, imaginons qu'on va prendre la cible les plus connues, si vous taxez Bernard Arnault ou les personnes les plus importantes, elles peuvent se déplacer très facilement en Belgique, au Luxembourg, etc. C'est le premier élément. Ensuite, après, sur la question de l'augmentation des salaires et sur la question des conditions de travail, moi je pense que c'est là où on aborde le sujet intéressant. Sur la question d'augmentation de salaire, si vous augmentez les salaires à l'heure actuelle, vous faites la même politique que François Mitterrand en 1981.
François Mitterrand avait augmenté le SMIC d'un montant à 2 chiffres à l'époque. Hausse du chômage, désindustrialisation, désindustrialisation, voilà. Et surtout augmentation de l'inflation. Parce que si par cas vous augmentez l'inflation sans augmenter la production de produits, vous créez un décalage. Vous créez un décalage entre l'offre et la demande. Le sujet essentiel pour faire baisser l'inflation, tout le monde le sait, c'est de créer un choc d'offres pour qu'il y ait davantage de produits en circulation sur le marché, pour en fait créer davantage de produits pour faire baisser le prix. Ensuite, après sur la question des conditions de travail, et William termine et sur la après, question des conditions de travail, là par contre, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que beaucoup de salariés dans le privé et dans le public se concentrent davantage sur le bien-être, les conditions de travail, la liberté de travail, l'aménagement du temps de travail et surtout l'avoir des moyens nécessaires. Vous travaillez pour l'UNSA fonction publique, vous savez par exemple que les policiers, au-delà des augmentations de salaire, ils ont besoin de matériel et surtout d'équipement en fait pour pouvoir aller sur le terrain, etc. Donc si par cas il y a une possibilité d'accord avec le gouvernement afin d'améliorer l'efficacité du service public sans pour autant augmenter la masse salariale. Je pense qu'ils sont prêts à taper avec l'intersyndicale. Nous allons y revenir sur ces conditions de travail parce qu'il y a aussi la possibilité de se déplacer, d'aller à son travail sans tomber dans des galères, sans avoir à payer des sommes mirobolantes pour se déplacer. Donc tout cela, ça fait partie des demandes sans doute des syndicats. Mais juste Denis Gravouille, en 30 secondes, sur l'histoire des salaires, des gros patrons, de ces sommes exorbitantes. Honnêtement, sur l'histoire du CAC 40, est-ce qu'on peut aujourd'hui infléchir la tendance ? J'espère bien. Le récit qui nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution, ça s'est fracassé sur les périodes du Covid. Pendant ce temps-là, on nous a dit, tiens, d'un seul coup, on a découvert de l'argent public. Il fallait absolument sortir des milliards et des milliards. Tant mieux pour protéger les emplois. Sauf que derrière, on nous recommence à nous dire qu'il va falloir à nouveau repartir sur des licenciements, la précarité et autres. Ben non, il y a une autre manière. Il commence à y avoir une nouvelle. La preuve qu'on peut répartir les richesses autrement. La preuve, puisque c'est le 6e pays le plus riche du monde, dans lequel il y a l'homme et la femme la plus riche du monde. Bah oui, il y a d'autres manières d'y arriver. C'est un combat universel, international. C'est un combat international, mais c'est un combat en France aussi et en Europe, parce qu'on ne peut pas bâtir uniquement l'Europe sur les exigences du marché. Il faut le bâtir sur l'exigence de la démocratie et de la démocratie sociale en particulier. Cher Denis Gravouille, c'est un combat international. C'est peut-être même la lutte finale. Le 1er mai, c'est un combat international. D'ailleurs, il y a énormément de délégations internationales qui viennent au 1er mai. Il y en a énormément qui viennent puisque justement, on est très observé et très soutenu par l'ensemble des syndicats, notamment européens et internationaux. Nous revenons tout de suite. On a plein de questions à vous poser. Vous l'avez compris, les auditeurs de Sud Radio aussi au 0826 300 300. Plein de questions. C'est pas mal parce que on a beaucoup parlé des retraites, mais là, nous sommes dans le concret. Et on sent que ça va être la teneur du discours aujourd'hui. Tiens, on va aller négocier avec le gouvernement. Alors on y va, on l'a dit. Pouvoir d'achat, conditions de travail, les salaires, etc., etc. On en parle déjà sur Sud Radio. Nous y sommes, grosse journée de mobilisation. Un 1er mai qui restera dans l'histoire, le 1er mai 2023, avec la mobilisation syndicale. Laurent Berger de la CFDT veut casser la baraque. Sophie Binet pour la CGT est remontée. Elle est présente sur tous les plateaux depuis ce matin. Tout le monde attend de ce 13e rendez-vous de mobilisation suite à la réforme des retraites. 13, est-ce que ça portera bonheur ? Nous verrons bien. William T est avec nous, président du think tank Le Millénaire, en observateur intransigeant de la vie politique et économique. Et face à lui, Denis Gravouille pour la CGT et Luc Faré pour UNSA Fonction Publique. Bon, quand nous regardons cette déclaration du ministre du Travail Olivier Dussopt, la reprise du dialogue avec les partenaires sociaux est utile, mais est aussi une obligation d'efficacité. Vous allez dans son sens, Luc Faré, c'est dès demain le discours, même si à l'intersyndicale. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, je le répète, si nous sommes invités, l'UNSA sera présent dans ces discussions avec le ministre du Travail, avec la Première ministre, avec le Président de la République. Et je le dis une nouvelle fois, nous avons des sujets, dont celui du pouvoir d'achat, dont celui de la rémunération des agents publics, par exemple. Ouais. Au bout d'un moment, Denis Gravouille, les Français aiment quand même une espèce de réconciliation, c'est-à-dire on campe sur nos positions, mais tiens, ils vont se parler, c'est bien, c'est important. Je ne sais pas si c'est une réconciliation, mais en tout cas, nous, on va porter la parole des salariés, des agents de la fonction publique, de tous ceux qui sont concernés, des précaires, des allocataires du RSA, parce qu'il y a une des réformes du SOPT, c'est de tacler les allocataires du RSA. Donc, oui, on va porter cette parole-là. Maintenant, on verra bien, on va le faire. Il y a l'intersyndicale demain matin et on va s'organiser pour porter le plus de sujets convergents, mais une réconciliation, je ne suis pas sûr. Alors, oui, c'était volontairement provocateur de ma part, mais réconciliation sur la possibilité
possibilité de se parler, ça fait quand même du bien. D'ailleurs, avec qui vous aimeriez? On demande que ça. Vous êtes obligé, on est d'accord. On demande que ça de discuter de toute façon. Pardon. Avec les employeurs et avec les employeurs, entre autres pour les agents publics qui sont l'État ou les collectivités. Et je voudrais revenir quelques instants sur quand même le 1er mai. Le 1er mai, c'est une nouvelle journée de mobilisation pour ou contre cette réforme des retraites, pour le retrait de cette réforme. Et nous avons encore dans le calendrier, et nous l'avons cité tout à l'heure, deux dates. On a le Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur le référendum d'initiative partagée. Je ne sais pas quelle sera sa décision. Mais si le référendum est acté, il va falloir que nous nous mobilisions pour nous permettre d'obtenir 4,8 millions de signataires. Et c'est très important. Oui, c'est la règle pour que ce soit... Voilà. Il y a des chances, William T, honnêtement? La difficulté, c'est que le RIP a été imaginé pour ne jamais être activé, mis en place. C'est ça le problème. Parce que les 4,8, on les aura. C'est-à-dire qu'il y a les conditions, et le Conseil constitutionnel, lors de la dernière analyse sur la réforme des retraites, avait refusé le dernier RIP. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut atteindre 4,8? Normalement, ça a été un chiffre qui a été placé pour jamais être atteint, seulement au vu de la taille des mobilisations, au vu du rejet de la réforme des retraites. La question se pose. La question se pose véritablement. C'est pour ça que la deuxième étape, après le 1er mai, c'est aussi la loi d'abrogation déposée par le groupe Lyotte qui pourrait être discutée au mois de juin. Et qui peut être adoptée. Et qui peut être adoptée. Donc on a devant nous des événements importants par rapport à cette réforme ou contre cette réforme. Mais ça ne nous empêche pas de continuer nos discussions avec les employeurs pour pouvoir améliorer, comme je le disais, les rémunérations, les conditions de travail et l'ensemble des sujets que nous souhaitons porter, nous, organisations syndicales. Denis Gravouille, sur la décision de l'intersyndicale demain, admettons que vous y alliez à la table des négociations. Pour vous, l'interlocuteur, alors autour de la table, il faut forcément déjà les gens du MEDEF, les représentants du monde patronal, mais qui serait le meilleur interlocuteur? La Première ministre, le ministre du Travail, le président de la République? Vous voulez qui autour de la table? Nous, on veut le gouvernement, mais la discussion, quand je disais qu'on ne demande que ça, c'est que des discussions, il peut y en avoir, mais il faut savoir si on va être entendu. Depuis le début, on a eu des pseudo-concertations sur l'affaire de la retraite, dans lequel il y a eu aucun bougé, pas une virgule entre le moment le projet du gouvernement et le résultat. Donc c'est totalement vrai. Il y a eu des adaptations. D'accord, il y a eu des virgules. Mais sur le fond, il n'y a rien eu. Sur le fond des 64 ans, sur le fond de l'injustice de cette réforme, même sur le financement. Donc il n'y a absolument rien eu. Et c'est valable sur tout. C'est pas vrai, dit William. Moi, je vous le dis parce que j'ai fait par exemple d'autres concertations sur France Travail et c'est pareil. Le gouvernement avance d'un truc. Et sur la réforme de retraite, n'a rien bougé. Attendez, chacun son tour. Denis Gravouille, oui. Il n'y a pas eu d'écoute de l'ensemble de l'organisation syndicale qui ont porté des points, notamment sur le refus des 64 ans. Ça, c'était un refus total. Oui, mais notamment sur celui-là. Mais vous, William T, vous dites qu'il y en a quand même eu des adaptations. Moi, je dis qu'il y en a eu entre la présentation du projet par Elisabeth Borne mi-janvier et le texte que nous avons actuellement qui a été adopté, vous avez des grandes différences majeures. Est-ce que sur les 64 ans qui était un totem pour les syndicats, il y a eu un refus du gouvernement de lâcher? Effectivement. Est-ce qu'il y a eu un aménagement pour les carrières longues et ceux qui ont débuté tôt? Un peu. Est-ce qu'il y a eu des aménagements sur les professions pénibles? Oui. Est-ce qu'il y a eu des aménagements sur différents dispositifs? Pour l'emploi des seniors, ça a été proposé, mais rejeté. Ça va être intégré après. Voilà. Donc il y a eu des... Vous ne pouvez pas dire, venir à la table des négociations et dire le gouvernement propose rien, alors que à la fois le gouvernement et les forces politiques à l'Assemblée nationale ont réussi à faire bouger un texte qui peut être pour vous, qui peut être mineur, ça peut être mineur, mais vous pouvez pas dire c'est le même texte qui était présenté par le gouvernement. Je veux, monsieur, saluer ici Luc Faré qui a fait preuve de discipline, qui demandait la parole. C'est à vous. Merci. Moi, je voudrais revenir sur d'abord cette réforme et l'écoute du gouvernement. Si on est sur des négociations, ce que l'on appelle pour la suite, eh bien, ça veut dire que chacun est capable de compromis. Et les compromis donnés par le gouvernement en matière d'âge ne sont pas ceux que nous souhaitions obtenir. Je reviens maintenant sur la suite. La suite, évidemment, c'est de négocier et d'ouvrir des négociations. Je me rappelle, je n'étais pas bien grand, j'avais 3 ans, mais mai 68. En mai 68, et là, tout le monde il y a eu un Grenelle, c'est comme ça que ça s'est appelé, un Grenelle qui a permis de réunir l'ensemble des organisations syndicales et d'obtenir des avancées très importantes pour l'ensemble des salariés. Eh bien, allons-y.
faisons un Grenelle avec l'intersyndicale dans son entier et ouvrons pendant ces 100 jours des négociations. C'est vrai que pour l'ensemble des Français et les auditeurs de Sud Radio, tout le monde de plus en plus se dit mais c'est quand même une occasion. Tout à l'heure, nous parlerons de la relation des Français au travail dans notre dernière demi-heure sur Sud Radio, mais aujourd'hui, il y a quand même le sentiment, déjà celui-ci, Denis Gravouille, aujourd'hui un senior, c'est-à-dire on a passé 45 ans. Il y a un mal-être terrible de la part de personnes qui sont dans leur entreprise, qui se sentent considérées comme des vieux, jetés à la poubelle et qui se retrouvent en pré-retraite. Ça, il faut faire quelque chose. C'est insupportable. Déjà, actuellement, il y a un nombre de gens. On sait très bien que quand on passe 50, 55 ans, on est près de la porte. C'est ce que vivent. Alors d'abord, il y en a un nombre considérable qui sont déjà à la porte, puisque entre 60 et 64 ans, il y a plus de la moitié des gens qui ne sont pas dans l'emploi. Et puis d'autre part, il y a tous ceux qui voient la menace des plans de licenciement, de restructuration, les plans de départ et autres. Donc ça, c'est insupportable. Ce qui prouve bien qu'il faut... nous, on défend la retraite à 60 ans, ce serait la meilleure des solutions pour toute la société. Et c'est finançable. On n'a pas le temps de le développer. Mais par ailleurs, il y a une pression sur les jeunes à cause de la précarité et sur j'ose pas dire les vieux, parce que on se sent pas les vieux. Seniors, on dit les seniors. Les seniors, en tout cas, mais sur les gens qui approchent de la soixantaine en leur disant vous êtes inutiles. Ça, c'est totalement ce qu'il faut changer comme façon de faire dans le travail. C'est vrai que déjà, on va dire en termes de communication sur l'approche de cette question de la réforme des retraites, cette question-là que beaucoup de gens vivent, elle est insupportable. William T, ça va bouger. Alors, ça n'a pas été validé, l'option de protection de l'employé senior, mais concrètement, c'est un enjeu considérable. Est-ce que ça va bouger ? Moi, je pense que ça peut bouger parce que le gouvernement est prêt à faire des compromis avec l'intersyndicale. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à négocier sur les questions de l'emploi. Maintenant, c'est négocier comment ? Moi, je pense que l'index senior ne sert à rien. C'est complètement inutile, ça ne sert à rien. Moi, je pense que de toute façon, les entreprises... C'était une espèce d'obligation de quota. C'est l'idée du quota, mais en fait. Le quota ne marche pas. Ce qui compte, c'est les incitations pour faire en sorte qu'une entreprise puisse garder un employé qui lui revienne moins cher. Enfin, c'est plus rentable pour lui de le garder. Et les conditions de travail, on est bien d'accord. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est la modulation des cotisations sociales en fonction de la durée de l'emploi. Plus l'employé reste longtemps, plus on devrait baisser les cotisations sociales pour que ça coûte moins cher à l'entreprise avec l'expérience. Il y a un deuxième point à voir, c'est la culture. Vous accentuez le déficit, alors. C'est pas grave. La culture. Et juste, William T, quand vous dites ça, c'est sympa évidemment pour les gens qui restent en place et qui se disent je vais rester dans mon entreprise, mais tous ceux qui n'y sont pas là, qui sont dégagés. Voilà, tous ceux qui sont engagés. On va arriver au deuxième point. Je pense qu'il doit y avoir une réflexion qui est menée au sein des entreprises sur comment valoriser les personnes expérimentées, parce que trop souvent en France, et c'est spécifique quand même à une culture ouest-occidentale, on ne valorise pas les personnes qui sont là longtemps et qui apportent de l'expérience, parce qu'en fait on est sur une logique de vous faites une tâche, vous êtes productif ou pas, alors qu'il y a des personnes qui peuvent apporter sur d'autres manières. Luc Faré, Luc Faré là-dessus, UNSA fonction publique, qu'est-ce que vous proposez ? Vous le dites, vous allez, si vous y êtes invité, bien sûr, autour de la table des négociations, qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi des seniors ? D'abord qu'on travaille sur les conditions de travail durant toute la carrière qui permettent à l'ensemble des personnes de pouvoir effectivement être en emploi plus tard que ne le sont aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut tenir physiquement déjà. Dans la fonction publique, on sait que tous les fonctionnaires partent à 62 ans aujourd'hui. Donc si cette réforme va jusqu'au bout, ça veut dire 64 ans, et ça veut dire comment on fait pour que l'ensemble des agents publics puissent assurer leur mission jusqu'à 64 ans. Un policier qui va au combat, comment il fait à 64 ans quoi, le policier, lui, peut partir un peu avant, ça sera 54 ans, 50... Mais les infirmiers, etc. Les enseignants, comme on fait à 64 ans devant des classes surchargées. Donc il faut retravailler sur l'ensemble des conditions de travail, dans tous les métiers, pour pouvoir permettre de pouvoir continuer d'avoir des carrières longues. Puisque c'est le sujet qui est sur la table aujourd'hui. Et ça oblige de se réinterroger à la fois sur les conditions matérielles, mais aussi sur les missions et sur l'engagement et la possibilité de travailler. Et comme vous avez évoqué l'expérience, eh bien oui, l'expérience doit être reconnue dans l'ensemble des entreprises et des services publics. Et sur Denis Gravouille, alors c'est un mot qui est cher au président de la République, un domaine dans lequel d'ailleurs il a montré certaines réussites, celui de la formation. Si à un certain âge, on permet, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, on évoquait le sport qui est une de mes passions, mais quelqu'un qui arrive à 60 ans un peu fatigué, on lui apprend
apprend à coacher une équipe de jeunes, par exemple, et d'être rémunéré par un club de sport. Ça, c'est intéressant, par exemple. Il faut créer des emplois dans le milieu associatif. Donc pour l'instant, le milieu associatif, il fonctionne beaucoup grâce aux retraités. Si on recule l'âge de la retraite, on risque de le mettre à mal. Ça, par ailleurs, c'est un phénomène qui a déjà été documenté, y compris quand on est passé de 60 à 62 ans. Donc, mais créer des emplois, ça veut dire aussi des investissements. C'est ce qu'on dit. Il faut créer des emplois et il faut répartir le temps de travail. Il faut répartir le temps de travail à travers la retraite à 60 ans, mais aussi avec les 32 heures. Il y a des entreprises qui se lancent là-dedans en disant c'est plus intéressant pour la transition écologique de travailler sur 4 jours, de travailler avec des gens qui se sentent mieux au travail. D'ailleurs, il y a par exemple des cadres qu'on embauche mieux dans des entreprises qui promettent une meilleure façon de fonctionner. Bon, ben, tous ces chantiers-là, ils auraient dû être mis sur la table avant. Là, les 64 ans, nous, on va pas renoncer. C'est un scandale parce qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir tenir jusqu'à cet âge-là. On peut faire plein de propositions. Quelle chance, finalement. Essayons de positiver. Quelle chance. Ce débat que vous avez posé, vous, les syndicats, cette loi qu'a proposé le gouvernement, la réforme des retraites, ça nous met en face de réalités, de questions essentielles. Nous avons encore un petit peu de temps pour en discuter. On doit marquer une respiration et puis on y vient. Si vous avez des propositions, 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, mais disons-le clairement, ce que viennent de nous dire nos amis syndicalistes, le regard des politiciens, bien, on est peut-être là au moment d'un débat crucial et si on en profitait pour saisir la balle au bon. Allez, à tout de suite. Alors, ce 1er mai 2023, la grande mobilisation, vous y allez, vous allez défiler, passez-nous un petit coup de fil, 0826 300 300. Nous discutons avec nos invités, Denis Gravouille de la CGT, Luc Farré d'UNSA Fonction Publique et puis William T, le président du think tank Le Millénaire. La question de départ, on va la reposer, William T. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce 1er mai, de cette mobilisation ? Alors, un premier degré de lecture, l'évolution de la réforme des retraites, mais, parce que j'ai compris votre réponse, avant de vous l'avoir posée, un deuxième degré de lecture, le fait de pouvoir enfin rentrer dans un vrai débat que les syndicats demandent. Moi, je pense qu'il y a plusieurs points intéressants. Le premier, c'est que les syndicats se sont relégitimés. Ils avaient une perte de code de confiance qui était montrée par tous les sondages appelés Fracture française produits par l'Ipsos. On voyait qu'il y avait une perte de confiance au même titre que des partis politiques, donc les syndicats ont montré leur utilité lors de ces 4 derniers mois. Le deuxième point... parce que j'ai l'impression que certains ressortent un peu plus. Laurent Berger un peu plus, mais même CFDT, CGT, ça marche bien. Voilà, tous quand même globalement. FO un peu moins visible. Quand vous posez la question sur est-ce que vous faites confiance aux syndicats, ça a augmenté, notamment, et au même titre que les entreprises. Ce qui n'est pas le cas forcément des partis politiques et des politiques. Le deuxième point que je vois, c'est que les manifestations se sont déroulées globalement sans violence. Ce qui n'était pas le cas lors de la manifestation des Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes. Et donc c'est important que ça reste comme ça. La difficulté que je vois, c'est que depuis l'utilisation du 49.3, les services du renseignement notent une radicalisation du mouvement auquel on peut avoir certains ultras qui peuvent en fait conduire à des violences. Mais ces ultras ne sont pas issus des syndicats, on est bien d'accord. Donc ils s'infiltrent dedans. Donc pour l'instant, est-ce que les services d'ordre sont capables de tenir aujourd'hui, notamment celui de la CGT, les Black Blocs et Antifa? Le troisième point que je vois, c'est que les syndicats qui n'avaient aucun capital politique dans le premier quinquennat de Macron, sur les ordonnances travail, sur la réforme de la SNCF, etc., ont maintenant un capital politique pour pouvoir négocier avec le gouvernement. Emmanuel Macron lui-même, qui était très hostile aux syndicats, montre avec Elisabeth Borne qu'il est capable de négocier avec eux et qu'il n'a plus le choix. Donc est-ce que les syndicats ont engendré un capital politique capable de pouvoir négocier sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, etc. Alors justement, Denis Gravouille, les syndicalistes donc, pourront aussi compter aujourd'hui à Paris sur une trentaine de responsables internationaux, d'autres syndicats internationaux. Ça s'est passé un peu inaperçu, mais c'est important. Hein. C'est très important parce qu'il y aura des syndicalistes allemands, espagnols, états-uniens d'ailleurs, et brésiliens. Et on va pas tous les citer, mais ils sont très très nombreux parce que tout ce qui est fait en France est regardé sur ce plan-là. D'ailleurs, un syndicaliste allemand a dit, mais on aurait fait une semaine de manifestation au niveau de ce que vous avez fait, notre gouvernement a été obligé de discuter. C'est aussi un phénomène, une question qui est sur le questionnement de la démocratie. On est très nombreux, on représente très clairement la majorité du monde du salariat et de la fonction publique, mais il faut continuer à ce que on cesse d'avoir un dialogue comme ça où tout descend d'une seule personne. Ça remet en cause, ça pose un problème démocratique, ça a été dit. Bon, mais on n'avait jamais
jamais disparu. Mais il faut dire aussi que, par exemple, puisqu'on parle... Enfin, vous n'aviez pas disparu, mais vous étiez affaibli. Vous étiez affaibli peut-être notamment par les réformes Macron, les ordonnances qui ont réduit les droits pas au que ça ne date pas CHSCT. d'aujourd'hui, mais ça a largement contribué à éloigner les syndicats à la CGT et FO, Denis Gravouille. CGT et FO, on vous a souvent reproché de faire du communisme, c'est-à-dire vous faisiez plus de la politique que du syndicalisme. On a toujours fait du syndicalisme de terrain. On ne peut pas dire qu'on soit absent du terrain. La perspective de transformation de société, elle fait partie de la réflexion qu'on mène. Et puis, je ne sais pas si c'est un gros mot de dire faire du communisme. Nous, en tout cas, on a une visée de transformation sociale parce que c'est extrêmement important de proposer. On n'arrête pas de faire des propositions, d'imaginer notre protection sociale. La précarité, il y a des solutions contre la précarité, par exemple. On peut imaginer une sécurité sociale professionnelle étendue qui fait qu'il n'y a plus de chômage. Ça, c'est faisable. Mais quel intérêt d'avoir CGT et FO, par exemple? Pourquoi vous ne fusionnez pas? Parce qu'on est sur l'intersyndical, là. Parce que nous, on est que vous ne soyez pas syndicale. Que vous ne fassiez pas la fusion avec la CFDT, on l'a bien compris, d'accord. Mais là, ça fait beaucoup pour les gens. C'est pas très lisible. Nous proposons toujours de réunifier le syndicalisme, mais il faut commencer déjà à travailler ensemble. Les mariages forcés, ça n'existe pas. Il faut déjà commencer à travailler ensemble, et c'est ce qu'on fait dans l'intersyndical. Ce n'est pas censé exister, malheureusement, les mariages forcés. Enfin, bref. En tout cas, ça ne doit pas exister. Petite parenthèse. Voilà. Sur l'aspect sécurité, William T. évoquait les fameux Black Blocs. Quelle est votre observation, Luc Faré? Parce qu'on a bien compris que les syndicalistes ne sont pas aujourd'hui des gens qui dégradent. Mais vous, d'une certaine manière, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous reprochez une certaine tolérance complice du gouvernement avec ces Black Blocs? Pas du tout. Non. On peut rendre hommage à l'ensemble des forces de l'ordre qui ont assuré globalement le service de protection des cortèges, et en plus des services d'ordre des organisations syndicales qui ont eux aussi assuré le fait que les manifestations se sont déroulées globalement dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vous sur ces Black Blocs-là? Parce que vos policiers, ils en ont assez, quoi. La question des Black Blocs est une question importante parce que ce sont des gens violents qui sont infiltrés dans les cortèges, et nous, à l'UNSA, nous les condamnons. Nous condamnons toute forme de violence. Et je le redis ici, nous rendons hommage à tous les fonctionnaires, agents publics qui ont protégé les cortèges. Alors, remets un petit scud, entre guillemets, non, mais je précise quand même vers la Bravem, qui est cette brigade d'intervention. L'intersyndicale, c'est sur les questions, il y a eu des violences, aussi des violences policières, il faut quand même le noter. Tout le monde a entendu sur ce point-là. On a eu un schéma du maintien de l'ordre. Le préfet de police de Paris, il a commencé en disant on va faire différent de son prédécesseur, et ça s'est mieux passé au début. Puis quand ça a commencé à se tendre, on a eu des schémas du maintien de l'ordre extrêmement oppressifs. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. D'accord, mais Denis Gravouille, vous êtes un citoyen, vous avez votre famille. Le récit de la violence, Black Blocs ou autre, c'est quand même c'est aussi un échec du gouvernement, parce qu'on a voulu nous faire croire que ça allait dégénérer, et les gens, la majorité des manifestants ont continué à manifester de façon. J'ai manifesté pendant 12 manifestations. Il faut bien l'enrayer, cette violence, messieurs, quand même. Je n'ai pas vu de violence pendant les 12 cortèges. Il y a eu quelques feux de poubelle, il faut le reconnaître. Oui, mais vous avez vu le coup, ça fait 106 000 il n'y avait pas de violence dans les cortèges auxquels j'ai participé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. 106 000 € de dégradation, c'est le contribuable qui paye les dégradations. Parce que les Black Blocs se situent souvent en tête de manifestation, et en tête de manifestation, mais il faut bien les enrayer, messieurs. Ils ont été, en tout cas, en partie arrêtés ou mais ils reviennent à chaque fois. Mais c'est un problème le chaos qu'on nous promettait, les mêmes 2000 en plus. Le chaos qu'on nous promettait n'a pas eu lieu, et on a été jusqu'à nous traiter de radicalisation quand on a fait des concerts de casseroles. Des concerts de casseroles. On avait voulu interdire les concerts de casseroles. Oui, mais par exemple à Sainte-Soline c'était différent. Denis Gravouille, à Sainte-Soline, parlons du maintien de l'ordre, du choix du maintien de l'ordre, de mettre autant de policiers pour défendre un trou. Chacun son tour. Denis Gravouille, on vous met à l'aise. On vient de vous dire que les syndicalistes n'étaient pas violents, que
la violence, les dégradations n'étaient pas de votre fait. On vous met à l'aise. Maintenant, quand vous dites, bon, la Bravem, violence, etc., etc. Moi, je vous pose la question, j'allais vous le dire. Enfin, vous êtes citoyen. À Sainte-Soline, c'est 2 personnes qui étaient dans le coma. Il y en a un qui vient juste d'en sortir et qui est pour l'instant encore dans les policiers. D'accord, mais il y a eu des policiers. est-ce qu'on doit y aller alors que l'autorité dit non, on n'y va pas, c'est interdit et on y va. Il y a bien un moment où... Et pourquoi est-elle interdite ? Je rappelle que les manifestations sur la retraite ont toutes été autorisées et tout était encadré. Et je crois qu'il faut qu'on revienne. Au fond, le 1er mai sera une journée populaire, une journée qui va se passer avec des familles, dans la bonne ambiance, avec. Donc je crois qu'il faut rester sur ces aspects-là. Évidemment, mais on ne peut pas occulter le reste. Mais c'est l'immense majorité. On ne l'occulte pas. Mais je tiens ici à redire que les organisations syndicales de l'intersyndicale ont appelé à 12 et maintenant 13 manifestations qui, globalement, dans leur ensemble, se sont bien déroulées. Et ça, tout le monde le concède et vous sortez vainqueur. Et on vient de le dire avec William T. Alors, je reprends l'exemple que je voulais donner. J'arrivais pas à le passer, mais je vais aller vers vous, William T. On est tous des citoyens. Denis Gravou, il y a peut-être dans sa famille quelqu'un qui est commerçant à République et le pauvre, eh bien, il voit sa devanture, le pauvre artisan, tous les jours, qu'il y a une manifestation. Et en plus, quand les casseurs arrivent, les forces de l'ordre sont obligées de reculer. Ça, c'est un signal. Moi, je pense que c'est le signal qui est fondamental. Moi, je disais tout le reste était plutôt positif depuis 4 mois. Le problème essentiel, c'est qu'à chaque fois, à Sainte-Soline, à différentes manifestations, c'était moins le cas sur les manifestations sur la réforme des retraites, mais vous avez des actes de violence qui est engendré principalement parce qu'on appelle les extrêmes gauches et les ultra-gauches. Évidemment, et c'est important de les condamner. À la mairie de Bordeaux, la porte elle a été dégradée apparemment par l'extrême droite. Donc il faut quand même dire les choses clairement. Après, droite-gauche, le bandit reste un bandit. On est d'accord. Toute violence est condamnable. Je pense que c'est ça le point essentiel. Mais moi, j'aimerais savoir, et William T. répondait, la violence est condamnable, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher au bout d'un moment, pour empêcher quelqu'un d'être violent, on est obligé d'être un peu violent. Je vais encore choquer. Moi, je pense que pour ces groupuscules, il faut les qualifier par leur nom. Lorsque vous venez pour faire de la violence en mettant un message politique, vous rentrez dans la qualification du terrorisme. Et là, vous permettez aux forces de l'ordre de pouvoir les appréhender préventivement. On l'a fait lors de la crise des Gilets jaunes. Les policiers ont pu avoir un usage très extensif de la façon d'appréhender. La situation des Gilets jaunes. Il n'y a pas eu la violence. Oui, mais si par cas, moi je pense que le sujet essentiel. Je vais expliquer pourquoi c'est intéressant. Mais très rapide parce qu'on a 10 secondes. À chaque fois, comme vous l'avez dit, c'est bien pour l'emploi parce que les commerces se font toujours dégrader. Or, vous devez protéger les salariés et l'emploi. Le deuxième point, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas délégitimer toutes les manifestations à la fois par le pouvoir. Et donc, du coup, il faut condamner toutes les violences. Et pour condamner toutes les violences, c'est mieux qu'il n'y en ait pas. Et donc, arrêter les black blocs de façon préventive. Nous sommes le 1er mai. Nous remercions Denis Gravouille, membre de la direction de la CGT, Luc Faré, secrétaire général d'UNSA Fonction publique. Merci, messieurs, de nous avoir accordé de votre temps. Vous allez retrouver les camarades sur le défilé. Allez-y, vous manifestez, c'est votre droit. Parlez, soyez prudents. On a parlé de la sécurité. Protégez-vous, si c'est familial, pensez surtout, parce que malheureusement... On protégera tout le monde. Voilà, et c'est l'objectif. Merci William T. de nous avoir éclairé. Alors, vous évoquiez des grands sujets du travail. On va y revenir dans un instant avec nos invités sur une étude de l'IFOP sur le rapport des Français au travail. C'est très intéressant, mais vous avez déjà un peu vendu la mèche, messieurs les syndicalistes, parce qu'on sait que dès la semaine prochaine, quand vous serez autour de la table des négociations, vous en parlerez. Je vous le souhaite d'être autour de la... Voilà, c'est bien pour ça. Mais allez, nous le souhaitons tous, pour l'intérêt du pays. Allez, à tout de suite. Quelle relation on a avec ce travail ? Vous avez envie d'y aller au travail ? Est-ce que finalement les études que nous avons sont fiables, parce que c'est quand même un sujet très personnel, difficile de quantifier. Chaque individu est susceptible d'être traversé par des contradictions internes, donc d'une certaine manière, on a tous notre manière, à nous, c'est le cas de le dire, d'aborder le travail. Alors Jean-Claude Delgen est avec nous. Je vous ai dit Delgenès tout à l'heure, j'ai fait comme sa professeure de sciences économie au collège, comme le capitaine lorsqu'il faisait son service militaire, des fois on lui dit Delgenès. Donc c'est bien Jean-Claude Delgen. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Désolé pour la petite erreur. Pas de souci. Non, vous êtes expert en organisation du travail, dirigeant du cabinet Technologia, auteur de idées revues sur le burn-out. Le burn-out, justement, parlons-en. C'est toujours d'actualité, il y a eu une grande vague, tout le monde en parlait. Oui, on est dans une situation aujourd'hui, on a une flambée depuis le confinement de mars 2020.
d'épuisement professionnel qui est dû à des changements importants dans les modes de travail. Ça a amplifié, ça veut dire que le Covid a amplifié le burn-out. Alors, c'est pas aussi binaire. Ouais. Le Covid a modifié ma façon de travailler avec une émergence par effraction du télétravail dans nos vies. Avant le Covid, vous aviez globalement à peu près 7% des Français qui avaient déjà travaillé en télétravail. Après, je dirais, le Covid, on est passé à 33. Donc, il y a eu une gigantesque expérience sociologique à l'échelle d'un pays, avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire que tous les cadres, par exemple, ont dû changer totalement leur méthode de travail, parce que diriger une équipe en présentiel à distance, et à distance, c'est complètement différent. Donc, il y a eu effectivement un énorme investissement de la part des cadres, et aujourd'hui, on le voit, on a eu une augmentation assez significative des gens qui sont en épuisement professionnel. Parce que le burn-out, en fait, c'est d'une certaine manière l'incapacité à se trouver des temps où on sort de la question du travail. Absolument. On est toujours en prise. C'est une très bonne définition. En fait, le burn-out résulte d'un stress chronique qui va en fait je dirais, détruire à petit feu toutes les énergies de l'individu. Et si l'individu, après des pics d'activité récurrents, une urgence permanente, ne se donne pas les moyens de repli, de repos, de reconstitution physiologique, il peut effectivement sombrer dans une spirale qui peut le conduire à l'effondrement donc du burn-out, avec les conséquences que ça a. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un chiffre, on estime en France qu'il y a, je n'ai pas le temps de le justifier au micro, mais il y a à peu près 4000 morts chaque année dus au stress chronique en France. 4000 morts. C'est quoi, les suicides ? Non, vous avez par exemple des AVC, des infarctus. Voilà, des gens qui en fait tirent trop sur la corde et qui se retrouvent dans une situation très très compliquée. Alors là, on parle des employés, mais je pense par exemple aux petits artisans, aux petits patrons qui sont toujours dans leur projet. Là, la même chose. Vous avez en fait une situation où l'épuisement professionnel touche quasiment toutes les professions aujourd'hui. Pas simplement. Au départ, c'était simplement les gens du soin, du care, comme on dit, et les enseignants. Aujourd'hui, ça touche en fait toutes les catégories de la population. Il n'y a pas de population qui échappe en fait à ce fléau du siècle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de régulation collective. Chacun d'entre nous a, si vous voulez, une régulation. On n'est pas tous égaux devant le travail. Chacun d'entre nous a ce qu'on appelle une régulation homéostatique, une marge de manœuvre pour pouvoir s'adapter. Mais quand vous travaillez, taux d'investissement personnel d'une certaine manière. Mais quand vous travaillez trop, il y a une étude qui est sortie par exemple en 2015 qui montre, publiée dans le Lancet, qui est une revue scientifique, qui montre une grosse étude, donc 2015 avant le Covid, qui montre que quand vous travaillez plus de 55 heures par semaine, vous avez un risque accru d'AVC de 33%. Alors j'entends certains qui pourraient dire, et à juste titre, mais avant nous travaillions plus en termes de temps. Sauf que la société a évolué et c'est peut-être le choc de voir qu'il y a un monde du plaisir, un monde de l'épanouissement avec ce monde du travail, et c'est ce choc, c'est-à-dire que c'est le principe de la frustration. Si tu ne m'avais pas dit que j'avais une chance, j'aurais été moins triste d'essuyer ton retour. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Auparavant, si vous voulez, par exemple, vous prenez le 1er mai, c'est né, je dirais, à Chicago, parce que la revendication à la fin du 19e siècle était 8 heures de travail, 8 heures, je dirais, de loisirs, 8 heures de repos. Voilà. Bon. Et à l'époque, les gens travaillaient 16 heures. Vous voyez, donc c'était 16 heures. Donc là, effectivement, quand vous travaillez énormément, les heures marginales d'activité sont très coûteuses pour l'organisme. Et vous avez un épuisement physique. Aujourd'hui, on a une mutation. Alors, bien sûr, les travaux pénibles demeurent. Nous avons à peu près, par exemple, nous avons 4,5 millions de personnes qui travaillent de nuit. On sait que le travail de nuit est un travail très pénible parce qu'il réduit l'espérance de vie environ de 6 à 7 ans quand vous travaillez sur le long terme de nuit. Bon. Ou le marteau-piqueur sur les chantiers. Voilà. Bon. Aujourd'hui, en fait, ce que l'on voit, c'est que la fatigue, de plus en plus, elle devient d'ordre psychique et psychologique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le travail n'est plus cantonné. Auparavant, vous alliez à votre travail, vous sortiez de votre travail, vous aviez une articulation des temps sociaux. Aujourd'hui, depuis l'apparition en 2007
des smartphones, hein, depuis le travail, les fameux smartphones en 2007, la toute-puissance du travail grignote en fait toutes les autres activités. Et donc, comme il y a une pression énorme du point de vue, je dirais, de la concurrence, du point de vue du management, etc., vous avez en fait un débordement constant aujourd'hui du travail dans toutes les sphères de vie. Jean-Claude Delgen, ce que vous dites est finalement corroboré par cette étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, sur laquelle nous appuyons, hein, qui est sortie au début 2023, qui dit que les enjeux du travail sont plus que jamais imbriqués avec ceux de la sphère personnelle. Tout à fait. Alors, par exemple, recherche de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous parliez de ce télétravail, vous évoquiez les smartphones. Ça veut dire qu'il faut être capable de couper certaines entreprises disent attention, vous êtes hors des heures de travail, vous n'êtes pas obligé de consulter les messages. Ça, c'était juste avant le Covid. Avant le Covid, vous aviez eu le droit à la déconnexion qui était passé. Vous aviez vu une tentative, effectivement, de faire en sorte de limiter les temps de travail en dehors du lieu de travail. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça parce que vous avez le télétravail généralisé qui se généralise. Et d'ailleurs, il faut y réfléchir parce que ça devrait faire l'objet d'ailleurs une démission chez vous. Pourquoi ? Parce que il y a à la fois des avantages et des risques. Un petit peu fait, mais on le fera. Oui, j'étais venu une fois ici, on en discutait, mais c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez à la fois l'individu, mais vous avez le collectif. Et quand vous vous coupez du collectif, vous vous appauvrissez, il y a des conséquences. Enfin, vous voyez, et puis il y a des pertes en productivité. Donc, il est évident qu'il y a avantages et inconvénients sur l'histoire du télétravail. Parce que je vais parler de ce problème, par exemple, la mobilité géographique ou résidentielle. Aujourd'hui, les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent peuvent intervenir, d'ailleurs, au 0826 300 300. Quand vous habitez notamment dans des grandes villes, vous ne pouvez pas résider dans le centre-ville, donc vous êtes en banlieue. Et le temps que vous mettez à rentrer du travail jusqu'à chez vous à la banlieue, c'est le temps où votre enfant, vous l'avez laissé à la garderie et finalement vous arrivez, vous êtes stressé, on ne peut plus jouer le rôle de parent. Tout à fait, c'est un vrai sujet, vous avez tout à fait raison. On voit d'ailleurs que le temps de transport moyen dans les grandes villes a augmenté. Ça, c'est insupportable. Nous avons fait, plusieurs études sur le stress lié au transport en commun. Et donc, effectivement, cet allongement du temps pose un vrai problème en termes de... Si vous êtes infirmière à la Pitié, à Salpêtrière, et que vous avez, pour venir à votre, à prendre votre job à 8h du matin, si vous avez 2 heures ou 1h30 de transport, c'est compliqué, vous voyez. Aujourd'hui, le fait est qu'on manque de logements en centre-ville. Vous avez 500 000 logements qui manquent chaque année en France, et on exclut à des distances incroyables. Il y a des gens qui viennent de travailler du Havre, des gens qui viennent de travailler... Plus ceux qui sont obligés de prendre leur voiture et qui ont ces terribles embouteillages. Alors je parle de Marseille, de Bordeaux, de Paris, évidemment. Bien sûr. Voilà. Et donc on a un vrai sujet de, si vous voulez, de répartition de la force active en France, dans les grands centres urbains. Et ça, en ce sens, pardon Jean-Claude Delgen de vous interrompre, mais pour le coup, le télétravail a son avantage. Oui, bien sûr, le télétravail a un avantage quand il est confiné, quand il est utilisé à 2 jours maximum par semaine. Après 2 jours, vous avez des tas d'inconvénients qui peuvent faire effectivement la différence. C'est pour ça que moi je suis pour le télétravail, mais un télétravail raisonné, 2 jours maximum. Voyez. Et par rapport alors ça a changé fondamentalement le rapport des Français au travail, puisque aujourd'hui, par exemple, les jeunes générations ne vont pas aller vers un job où le télétravail n'existe pas, où le télétravail est trop réduit, vous voyez. Alors, il y a une attente très forte. Ça nous amène sur ces enjeux-là qui sont développés dans cette étude IFOP, et il y a le thème de la quête d'épanouissement individuel. Oui. Alors ça plante le décor sur pas mal de choses. C'est-à-dire, socialement, nous sommes aussi ce que nous faisons comme travail. Bien sûr. Le travail est très important dans nos vies, qu'on en ait un ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas. Vous avez 2,2 millions de chômeurs selon l'INSEE. Bon, après, si vous voulez, le travail, c'est ce qui nous permet d'être avec les autres, c'est ce qui nous permet de nous construire une identité, c'est ce qui nous permet de construire notre estime de soi. Alors bien sûr, il y a des travaux pénibles où on est en mode robot, mais le travail est donc essentiel. Il est intrinsèquement au centre de nos vies. Et donc, ceci dit, le travail, il peut être subi, ou il peut être choisi. C'est là la grande différence. Quand vous choisissez votre travail, vous êtes journaliste, c'est un métier. Moi, petit, je m'amusais à faire ce que je fais là. Voilà. C'est vocation.
c'est un métier vocationnel. Et quand vous avez choisi votre job, quand vous avez effectivement du plaisir au travail, c'est fondamental. Quand le plaisir est là, il vous permet une meilleure récupération. Nous, à Technologie, on a fait par exemple une étude en 2014 où on a comparé le burn-out des professions libérales et le burn-out des cadres, qui travaillent à peu près la même chose. C'est-à-dire globalement 45 heures par semaine, 6 jours à peu près sur 7 en moyenne dans l'année. Eh bien, le taux de récupération des professions libérales est beaucoup plus important parce que ils ont un sentiment de liberté, ils ont une plus grande autonomie. C'est leur projet. Ils ont une meilleure reconnaissance. Et donc, tout ça fait que le plaisir au travail n'est pas le même que celui qui subit les vicissitudes du top management parce qu'il est cadre supérieur. Et nous allons y revenir sur la question du management, mais déjà, en fait, le slogan « Travailler plus pour gagner plus », on se souvient, Nicolas Sarkozy, c'était en 2007. Bon, à cette époque, en 2008, donc il y a une étude qui est faite, large majorité des Français disent oui à 62%. Et là, aujourd'hui, on note une baisse. Ce n'est plus l'objectif. On ne veut plus travailler plus pour gagner plus. On privilégie une qualité de travail. Oui, parce qu'on est allé trop loin et aujourd'hui, il n'y a plus de conciliation entre la vie de travail et la vie privée. Vous voyez, une récente étude de l'IFOP montrait que à peu près 77% des cadres, et des cadres moyens comme des cadres supérieurs, pensaient à leur boulot lorsqu'ils étaient chez eux. Et parmi ces 77%, 20% pensaient au travail en faisant l'amour. Vous voyez, donc, la conciliation, il y a une rupture d'équilibre. Et donc, alors ça dépend si on pense à l'activité ou à une collègue ou à un collègue. Après, voilà, mais enfin avec leur conjoint. Donc le problème il est là, c'est que l'articulation, comme je disais tout à l'heure, il y a une porosité trop importante aujourd'hui entre le temps consacré au travail et le reste. Et le fait est que cette toute puissance du travail qui empêche de vivre, qui conduit à supprimer en fait des temps de vie familiaux, des temps de vie par exemple dans les associations, dans l'activité politique, etc. Tout ça fait qu'à un moment donné il y a un ras-le-bol. Et les jeunes générations qui ont vu d'ailleurs souvent partir leurs parents avec, excusez-moi l'expression, un coup de pied aux fesses dans des plans sociaux, eh bien, les jeunes générations, elles ne veulent pas vivre cela. Elles veulent un job avec un équilibre, avec une je dirais, de quoi gagner leur vie, mais elles veulent aussi, quelque part, avoir du sens et du plaisir au travail. Et le dernier point sur le travail, c'est cette relation, vous en avez déjà parlé, Jean-Claude Delgen, cette relation avec le manager. Ça, c'est très important. Alors, selon de nombreux témoignages de DRH, la formation interne, si elle s'accompagne d'évolutions réelles, représente d'abord un levier fort de rétention des talents en entreprise et continue ainsi à renforcer leur engagement. C'est-à-dire que, en fait, il y a les gens qui se sentent impliqués dans la vie de leur entreprise et il y a des gens qui se sentent des pièces à rapporter. Et il y a une minorité de salariés français, 49%, qui affirment avoir des possibilités d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Ben ça, on a tout dit. Ouais. Si vous voulez, le fait de pouvoir avoir un avenir, d'avoir un ascenseur social, c'est fondamental. La personne, elle est prête à consentir d'énormes efforts si elle peut progresser, si elle est reconnue, si ses efforts payent, en fait, quelque part. Or, aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué. Et le vrai 49%, alors qu'en Allemagne, c'est 65%, au Royaume-Uni, 68%, aux États-Unis, 72%. Ah, la France souffre d'un mal terrible, il faut le dire, qui est ce qu'on appelle le management plaidoyer. C'est-à-dire des managers qui vous disent, voilà, j'ai raison, je vais vous expliquer, écoutez-moi, vous exécutez et je contrôle. Je résume un peu, mais on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est affolant. Et le management plaidoyer est totalement contraire à l'animation d'équipe, à l'écoute, à l'empathie, parfois à la compassion quand les gens vont mal, pour faire en sorte d'animer une équipe. Et donc ce management plaidoyer, ou si vous voulez, management vertical, conduit à énormément de désengagement, même si ça n'apparaît pas. Et donc vous avez une perte de productivité énorme, puisque vous avez en fait un écart qui peut aller jusqu'à 20% par rapport à d'autres pays. C'est énorme, c'est énorme. Merci Jean-Claude Delgen. Merci en à ce vous. 1er mai, fête du travail, de nous avoir parlé de ce travail, vous qui êtes expert en organisation du travail.